Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre chargée de l'égalité des femmes et des hommes, de la lutte contre les discriminations. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler de votre parcours. Comment on fait pour devenir ministre avant 40 ans? Alors, j'ai pas de mode d'emploi, parce que je crois qu'il n'existe pas de mode d'emploi. Je suis d'abord devenue députée en 2017. J'ai été réélue en 2022 et puis ensuite en 2024 dans des circonstances un peu particulières après la dissolution. Et j'ai été par 3 fois nommée par le président de la République ministre. D'abord en 2023, où j'ai été nommée ministre des Solidarités et des Familles. Ensuite en 2024, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Puis dissolution, nouveau gouvernement. J'ai pas été nommée à ce moment-là. Censure. Là, j'ai été renommée à nouveau parce que j'ai souhaité aussi continuer des chantiers que j'avais lancés sur l'égalité. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi, qu'il faut se faire confiance, qu'il faut savoir pour qui et pourquoi on est là. Moi, je crois que c'est ça le principal, savoir pour qui on se bat, pourquoi on se bat. Et c'est ça peut-être le seul mode d'emploi qui vaille, c'est d'avoir des combats qu'on a envie de porter et de mener. Alors pour accéder à de si hautes fonctions, est-ce que c'était un rêve, un objectif? Alors, moi, j'ai toujours eu envie de m'engager. J'appartiens à une génération politique qui est aussi née dans l'ombre du 21 avril 2002. 21 avril 2002, c'est la première fois que l'extrême droite est au second tour d'une élection présidentielle. Aujourd'hui, on voit ça comme une habitude. C'était tout sauf une habitude et personne ne trouvait ça normal à l'époque. Et donc, j'avais 16 ans à ce moment-là. Je ne pouvais pas voter et donc j'avais cette soif et cette envie de m'engager, d'agir en fait par rapport à ce qui se passait. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai construit mon engagement politique. Et puis j'ai eu ma vie professionnelle en parallèle de cet engagement politique et j'ai poursuivi évidemment cet engagement, d'abord en étant élu local, puis en devenant parlementaire. Et c'est vrai que devenir ministre, ça vous donne une capacité à agir. Ça vous donne de l'impact en fait concrètement sur la vie des gens et donc une immense responsabilité aussi. Alors quelles sont vos missions concrètes aujourd'hui? Alors, on va dire qu'il y a 2 piliers. Le premier pilier, quand on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est autant les enjeux d'égalité salariale, d'égalité professionnelle, de culture de l'égalité qu'on doit impulser dès le plus jeune âge, mais aussi malheureusement la question de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, que ce soit les violences conjugales, intrafamiliales, la question des violences sexuelles et comment on arrive à embarquer toute la société aussi dans ces combats. Puis il y a l'autre volet, lutte contre les discriminations. Lutte contre les discriminations, ça veut dire lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations liées à l'origine, les discriminations LGBT. Alors, 29e titulaire du poste, j'ai vu. Finalement, on n'a pas l'impression que ça change tant que ça. Est-ce que vous avez tant de marge de manœuvre? Alors, ce poste-là, cette fonction-là, elle a aussi beaucoup évolué. Il n'y a pas toujours eu toutes ces fonctions-là. Au départ, c'était le ministère de la condition féminine. Vous voyez, les mots ont changé aussi. Mais maintenant, c'est quelque part un peu sacralisé l'idée d'avoir un ministère dédié à la question de l'égalité. Et d'ailleurs, c'est un ministère. Et ce qui donne des marges de manœuvre, c'est déjà la conviction quand même qu'on y met, l'énergie qu'on y met. Le fait aussi, je pense, d'avoir cet engagement politique-là puissant de manière à embarquer les autres. Parce que c'est un ministère où vous pouvez pas faire seul. Vous pouvez pas faire sans les collectivités locales. Vous pouvez pas faire sans les territoires. Vous pouvez pas faire sans les associations. Vous pouvez pas faire sans les entreprises. Vous pouvez pas faire sans les autres membres du gouvernement aussi. Parce qu'on parle de santé des femmes, on parle de logement, on parle de justice, on parle de sécurité, on parle d'éducation. Donc il faut réussir à embarquer tout le monde. Il y a des progrès. Il y a des progrès. Moi, évidemment, je m'en satisfais jamais parce que je vois aussi ce qui manque, ce qui suffit pas. Mais oui, il y a des choses qui ont changé. Notre responsabilité, c'est aussi de faire mieux connaître les droits, que chacun sache ses droits, de manière à pouvoir aussi les mobiliser. Mais vous êtes l'un des ministères qui avait le plus petit budget du gouvernement. Est-ce que ça veut dire que finalement, c'est pas un sujet qui est si important que ça? Alors, je crois qu'être un bon ou un mauvais ministre, c'est pas uniquement lié, je l'espère en tout cas, à la question de son budget. C'est un budget qui a quand même triplé depuis 2017. Donc, ça veut dire que c'est devenu quand même quelque chose qui est prioritaire. Mais mon budget, en fait, c'est pas juste celui, moi, de mon seul ministère. Moi, mon budget, il finance 2 choses essentielles. Le soutien aux associations, notamment locales, qui vont œuvrer dans tous les territoires. Et puis, un nouveau service public que j'ai créé il y a un peu plus d'1 an, l'aide universelle d'urgence pour les femmes victimes de violences, pour qu'elles aient une aide financière directe au moment où elles quittent le conjoint violent, pour les aider dans les premiers jours, les premières semaines. Mais en fait, il y a le budget de tous les autres ministères. Quand on parle de santé des femmes, quand on parle d'éducation dès le plus jeune âge, quand on parle de formation des policiers, des gendarmes et des magistrats, quand on parle de leur action au quotidien, quand on parle de l'hébergement d'urgence, c'est tout ça, en fait, le financement en faveur et de l'égalité
et de la lutte contre les violences. Alors, parmi les annonces que vous avez faites en venant aux Antilles-Guyane, la possibilité de déposer plainte directement à l'hôpital, oui, j'imagine dans un souci de discrétion, mais finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de drames qui interviennent alors qu'une plainte a déjà été déposée et que finalement, la victime n'a pas pu être protégée. Alors, j'ai permis que ces conventions soient signées, que ce soit effectif, que ce soit d'ailleurs pour la Guyane, pour la Guadeloupe, pour la Martinique, puisque j'ai été dans ces trois territoires. Ça change la donne. Il n'y a pas ça dans l'Hexagone où il y a des... Alors, pas dans tous les départements aujourd'hui. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est que dans tous les départements, partout où il y a un service d'urgence à l'hôpital et partout où il y a un service gynécologique, demain, les femmes puissent directement porter plainte. C'est pas que un sujet de discrétion, c'est aussi surtout un sujet de réactivité. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui arrive aux urgences, parce qu'elle a été abîmée, parce qu'elle a subi des violences, on va constater les violences, on va l'accompagner en termes de soins, mais on va lui dire, madame, moi, mon travail s'arrête là, je vous invite à porter plainte à un commissariat ou à la gendarmerie. Ça veut dire qu'à nouveau, la démarche va reposer sur elle. Là, on inverse les choses. C'est l'État qui vient vers elle. C'est l'État qui lui dit, vous avez déjà eu le courage de venir à l'hôpital. Maintenant, c'est à nous de prendre soin de vous jusqu'au bout. Et donc, de vous permettre, si vous le souhaitez, de porter plainte tout de suite maintenant à l'hôpital. Ce qui permet d'éviter qu'elle renonce à porter plainte. Ce qui permet d'éviter qu'elle retourne au domicile. Parce que c'est aussi ça la difficulté. C'est que il y a ce risque-là qu'elle retourne auprès d'un conjoint qui aura donc été violent à son égard et qui peut donc recommencer évidemment les violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Et puis nous, ça va nous permettre d'intervenir beaucoup plus tôt pour interpeller l'auteur des faits immédiatement. Alors, en matière d'emploi, les femmes ultramarines subissent un double plafond de verre, le fait d'être femme, en plus le fait d'être ultramarine. Est-ce que c'est un fait dont vous avez conscience et est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà en cours de réflexion pour changer la donne? On a un sujet, il faut qu'on ait la lucidité de le regarder en face et qu'il y a encore des discriminations qui persistent dans notre pays. Et ces discriminations, elles touchent le travail et le logement. C'est les deux points malheureusement principaux. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut être lucide et avoir le courage de le dire et de le dénoncer. Ensuite, il faut avoir le courage d'agir et de sanctionner quand malheureusement on a ce type de cas. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on aille plus loin sur la lutte contre toutes les formes de discrimination. Aujourd'hui, on les mesure pas. Donc on ne sait pas concrètement ce qui se passe, où ça se passe, quel territoire, en fonction de quelle origine. Donc il y a déjà ce point-là de bien mesurer pour réussir ensuite à bien corriger. On le fait sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, de corriger les inégalités de salaire, les inégalités de revenus et de sanctionner si les entreprises sont pas au niveau. Et bien, je pense qu'il faut faire la même chose, évidemment, sur la question des discriminations. Alors, compte tenu de toutes les spécificités ultramarines, est-ce que il est possible d'envisager peut-être quelqu'un avec les mêmes fonctions que vous, mais basé sur les territoires ou avec une casquette ultramarine? On l'a un peu. À deux titres, on a une coordinatrice interministérielle sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, justement dans les territoires ultramarins. C'est Aude Luquet que j'ai nommé en lien avec Manuel Valls. Donc son objectif, c'est justement ça. Comment on garantit que partout, on ait des dispositifs qui permettent d'accompagner et qui tiennent nécessairement compte des spécificités, parce que les territoires sont différents, parce que, par exemple, aux Antilles, l'insularité, forcément, elle ajoute parfois des difficultés, le manque d'anonymat, l'éloignement géographique. Donc, il faut à un moment tenir compte de ces spécificités pour agir, mais les spécificités, ça veut pas dire qu'on doit pas être protégé de la même manière, qu'on doit pas avoir accès aux mêmes droits. Et donc ça, évidemment, j'y veille. Et puis, moi, on a une administration qui fait que dans chaque département et dans chaque région, on a des délégués dédiés à la question des droits des femmes et de l'égalité, qui sont là aussi, évidemment, pour veiller à la bonne application de la loi et qui permettent, là encore, de tenir compte de ces spécificités, aussi parce que, au-delà de très grandes associations qu'on subventionne au niveau national, il y a aussi beaucoup d'associations locales qu'on va venir aider parce qu'elles connaissent justement les réalités de terrain. Alors, toujours dans la même logique, les ultramarines ne sont pas très nombreuses à haute échelle au gouvernement. Est-ce que vous avez déjà une réflexion en ce sens? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a juste pas de demande? En fait, je sais pas répondre sur il n'y a pas de demande. Si, forcément, en fait, on a le droit de rêver grand et on a le droit de rêver grand, quel que soit son âge, son sexe, son territoire ou son origine. Et ça, je pense que c'est un message qu'on doit évidemment renvoyer. Il y a une phrase qui est terrible et qu'on dit beaucoup trop en France, qui est « c'est pas pour toi ».
C'est pas pour toi parce que t'es trop jeune. C'est pas pour toi parce que t'es une femme. C'est pas pour toi parce que tu viens pas du bon endroit. Donc en fait, on demande aux gens de rêver petit. Non, en fait, il faut qu'on puisse rêver grand et qu'on nous enferme pas dans des destins qui sont préconçus. Et puis, il y a un sujet de visibilité des Outre-mer. J'ai convoqué il y a peu de temps le président de l'ARCOM, qui, vous savez, l'autorité qui vient regarder les contenus, justement, notamment sur les chaînes de télévision ou les antennes de radio, et qui mesure le temps d'antenne. Eh bien, sur la question des Outre-mer, c'est seulement 1% du temps d'antenne. 1% du temps d'antenne. En clair, ça veut dire qu'on parle des Outre-mer quand il y a des problèmes. On parle de la situation à Mayotte, on parle des catastrophes climatiques, on parle des mobilisations sociales. On ne valorise pas les ultramarins pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire à la fois des enjeux sur des cultures et des identités à faire valoir aussi évidemment partout en France, et puis les réussites. Et c'est ça aussi dont on doit évidemment parler, parce que c'est ça aussi qui donne des perspectives, qui change les représentations. Et donc ça, comme je vais convoquer dans peu de temps les grands groupes médias sur la question aussi de la représentation qu'ils ont sur le champ des violences, je vais évidemment aussi leur parler de cette question-là, parce que je veux qu'on ait une représentation plus juste, évidemment, des Outre-mer dans leur diversité et des ultramarins. Alors, vous avez fait quelques rencontres pendant votre visite. Ouais. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de particulier? Déjà, c'est des territoires qui sont différents. Moi, j'ai souhaité être et en Guyane, et en Guadeloupe, et en Martinique. J'ai d'ailleurs posé la question au ministre des Outre-mer, est-ce qu'on peut réfléchir à l'échelle ultramarine? Donc, c'est une réflexion. Mais en fait, je pense que ça suffit pas. C'est-à-dire que il y a à la fois des spécificités qui sont communes et des attentes qui sont communes. Mais à chaque fois, on a des territoires qui sont différents par leur histoire, par leur culture, par leur identité, par des langues aussi, et donc des besoins qui doivent être spécifiques. Donc, réfléchir sur les Outre-mer, non, ça suffit pas. Il faut réfléchir en fonction de chaque territoire ultramarin. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a une société qui a envie de se mobiliser, qui a envie de s'engager. Juste avant vous, j'étais au sein du RSMA. J'y étais en Guyane et ici en Martinique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeunes qui ont soif d'engagement, là où on dit en permanence que soi-disant, les jeunes sont pas prêts à se lever et à se mobiliser. Ils s'engagent. Ils s'engagent pour des causes auxquelles ils croient. Ils s'engagent parce qu'ils ont envie qu'enfin on leur fasse confiance dans la société. Et c'est ça le message que le RSMA renvoie, qu'on devrait collectivement bien plus renvoyer. Un message d'espérance et un message de confiance envers cette jeunesse qui a soif de reconnaissance, qui a soif d'engagement. Et je crois que ça, c'est le message que la République doit évidemment pouvoir porter. Alors, dernière question, puisqu'on parle de message. Est-ce Oui. que vous avez un message pour les personnes qui sont concernées par votre ministère? Je parle des personnes LGBT, Oui. des femmes, des personnes racisées. Alors moi, j'ai deux messages. Pour ceux qui sont concernés et ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui sont concernés, pour leur dire que la République et l'État est au rendez-vous, qu'on est à leur côté et qu'on ne laisse rien passer et qu'on ne laissera jamais rien passer, ni sur le champ des discriminations, ni sur le champ des violences, parce qu'on a un objectif commun qui est l'égalité. L'égalité des droits et l'égalité réelle des droits pour chacune et pour chacun. Et j'ai aussi, et même presque surtout, un message pour tous les autres, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas soi-même concerné qu'on ne devrait pas se sentir concerné quand il y a des violences, quand il y a des discriminations, quand il y a du racisme, de l'antisémitisme. Ça devrait tous, à un moment, nous ébranler, nous mobiliser et nous concerner. Et c'est ça dont on a besoin dans la société. C'est qu'on se sente beaucoup plus concerné par les autres, peut-être un peu moins individualiste aussi, parce que une femme qui est victime de violence, c'est pas une affaire privée, c'est pas une affaire de couple, c'est l'affaire de la société. Une personne qui est discriminée en fonction de son origine, en fonction de son identité réelle ou supposée, en fonction de son orientation sexuelle, c'est insupportable et on devrait tous se lever et se dresser pour dire que c'est insupportable et pour agir. Donc c'est aussi ça, moi, mon enjeu, c'est comment on arrive à embarquer collectivement toute la société. Merci à vous. Merci à vous.